À la une de l'actualité, l'annulation samedi dernier au terme d'une rencontre tenue avec les responsables des réseaux GSM du décret numéro 2018-341 du 25 juillet 2018 portant introduction d'une contribution sur la communication électronique fournie par les réseaux sociaux. Les réseaux ouverts donc au public. Dans ce journal, vous suivrez les réactions de quelques citoyens béninois à ce propos. Le festival itinérant Talent Pur a pris fin ce week-end par un géant concert. Cela s'est déroulé à la mairie d'Abomey-Calavi. Les détails dans un instant. Et puis, le parti MPP, Mouvement pour le progrès et la paix, est porté sur les fonds baptismaux ce samedi dans la commune d'Avrancourt. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous le savez tous, l'information a circulé comme une traînée de poudre. Le président Patrice Talon a annulé le décret numéro 2018-341 du 25 juillet 2018 portant introduction d'une contribution sur la communication électronique fournie par les réseaux ouverts au public. Décret entré en vigueur ce mercredi 19 septembre, et qui a suscité beaucoup de mécontentement dans le rang des consommateurs des GSM. Décision prise par le président de la République ce samedi 22 septembre 2018 au terme d'une rencontre tenue avec les responsables des réseaux GSM et acteurs du numérique à la présidence de la République. À ce propos, on écoute quelques citoyens béninois. C'est un soulagement pour la population. D'avoir l'information selon laquelle le gouvernement a reçu ces opérateurs GSM et a décidé de revenir sur les tarifs initiaux. C'était une surprise pour tout le monde, c'était un coup très dur pour la population. Ça a changé le quotidien des gens, surtout la plupart des gens qui utilisent la connexion Internet pour les activités économiques. Et ça a été la violation du droit à la communication. Personnellement, j'étais affecté parce que mes activités sont un peu basées sur les réseaux sociaux. Le gouvernement, quand il prend une décision, c'est que c'est ferme, mais on peut voir que le président est revenu sur sa décision, il a écouté la population, c'était bien. On peut désormais bénéficier des forfaits Internet et je crois que mes activités vont reprendre. Je crois que je vais toujours m'adapter à l'ancienne version parce que avec les VPN, ça consomme beaucoup. Et déjà que le forfait est revenu sur la base normale, c'est mieux de laisser les VPN et de continuer comme on faisait. Il faut déjà dire que c'était une belle bêtise, que ce décret qui a été pris pour taxer les réseaux sociaux et tout, mais je pense que le gouvernement a vu l'impact que ça pourrait avoir sur sa politique, sur son électorat, et ils sont revenus sur leur décision. Du mercredi au samedi, c'était vraiment mortel, sinon suicidaire pour nous, jeunes entrepreneurs, journalistes indépendants qui utilisons ces réseaux sociaux, utilisons le numérique, utilisons Internet pour faire nos affaires. Il y a eu de réels impacts négatifs sur notre productivité. Moi, au niveau des plateformes au niveau desquelles j'interviens souvent, on était obligé de nous cantonner au relais d'information. Donc, il n'y avait pas de production parce que vous allez publier des vidéos, mais qui va voir ces vidéos-là? Qui va voir ces choses-là? Donc, c'était à la limite ingérable, c'était une décision, c'était un décret suicidaire et Dieu merci, le gouvernement est revenu sur sa décision. C'était un coup fatal puisque Internet est devenu excessivement trop cher. Il est vrai que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas de la vraie information. Mais il ne suffit pas de cela pour dire qu'on veut taxer l'accès aux réseaux sociaux. Puisque pendant que d'autres sont là à faire du n'importe quoi, à critiquer, soi-disant peut-être le gouvernement ou les actions du gouvernement, il y a d'autres qui travaillent et qui font du sérieux là-dessus. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, puisque c'est une victoire du peuple. Le peuple s'est battu pour un droit qui est légal, un droit où l'Internet est pour tous. Donc c'était une erreur fondamentale dans laquelle le gouvernement s'engouffrait. Heureusement que le président de la République a pris du recul et est revenu sur sa décision de rendre Internet au coût habituel auquel on les avait avant.
Les membres du syndicat national des assistants d'hygiène et d'assainissement du Bénin, SINAB, ont tenu ce samedi 22 septembre 2018 le congrès de refondation de leur syndicat. Les travaux de ce congrès ont eu lieu à la Bourse du Travail sous la houlette de Kassa Mampo, secrétaire général de la CSTB. Sovi Constant Adjovi, président du comité d'organisation, évoque les raisons de la tenue de ces congrès au micro de Laurent Tonéikès et de Damien Pedro. Le congrès de refondation du SINAB intervient après 10 années de dur labeur qui ont vu le syndicat relever des défis. Le présent congrès se réunit dans un contexte totalement différent de celui du 8 mars 2008. Aujourd'hui, il est triste de constater le retrait du droit de grève au personnel de la santé. Les différentes réformes mises en place et qui ne tiennent pas compte de l'avis des acteurs. La nécessité de restructurer et de redynamiser le syndicat dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement se fait ressentir avec acuité, au vu des mépris affligés au sous-secteur avec pour seul objectif sa descente aux enfers par certains cadres. Les dossiers qui font l'actualité au niveau du sous-secteur ne semblent pas préoccuper certains acteurs. Le débat sur la suppression de la direction et les services départementaux de l'hygiène et de l'assainissement de base se fait avec des gens qui méconnaissent les réalités du sous-secteur et non avec le personnel d'hygiène censé mettre en œuvre ces réformes. Dans ce contexte, le personnel d'hygiène devrait innover à l'occasion de son congrès de refondation du syndicat. Nous avons mis près de 9 mois pour préparer ce congrès. Tous les acteurs ont été associés à la définition des innovations devant intervenir dans les statuts, le règlement intérieur et la plateforme revendicative. C'est pour cela que le comité préparatoire a voulu que le présent congrès de refondation se tienne sous le thème « Unité syndicale dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base, quel défi pour le développement du sous-secteur ?» Le festival itinérant Talent Pur a connu son épilogue ce week-end. Je vous en parlais dans les titres. Ce rendez-vous culturel qui s'est déroulé dans la commune d'Abomey-Calavi a pris fin par un grand spectacle qui a eu lieu sur l'esplanade de la mairie d'Abomey-Calavi. C'est un reportage signé Horacia Djodi, Fréjus Fiossi. Ces 2 mois qu'ont duré les vacances ont suffi au groupe Talent Pur pour parcourir les 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi afin de dénicher les meilleurs talents en danse contemporaine, moderne, traditionnelle et en interprétation. Un exercice qui est à sa 3e édition et dont l'objectif est de faire la promotion des jeunes artistes de la commune. Une initiative soutenue par le maire Georges Bada, représentée à la soirée par sa directrice de cabinet. Nourrit l'âme. Quand on chante à côté de toi, malgré tes soucis, tu es content. L'art doit, au lieu de passer par le vulgaire, nous éduquer à la morale. Et c'est ce qui se faisait du temps de nos anciens. Tout le monde veut chanter, mais chanter pour faire de la morale, chanter pour louer, chanter pour dire de bonnes choses, il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc nos jeunes artistes, je les exhorte à cultiver l'art et le bon art. Un soutien reconnu par Talent Pur à travers une distinction du maire et de son conseil communal. Au cours de cette même soirée, l'artiste de la chanson Asikiwa a été distingué meilleur artiste de la commune d'Abomey-Calavi. C'est beaucoup d'honneur, ça me fait chaud au cœur. Je suis émue de cette distinction-là parce que il y a longtemps que je suis dans le métier. J'ai eu des distinctions, mais celle-ci, elle est particulière. Elle est particulière tout simplement parce qu'elle intervient après que je sois revenue encore sur scène l'année dernière avec le single Clé Queen. Alors je trouve que ça veut dire que
je peux encore continuer, je peux encore rêver, je peux encore faire rêver mon public et je suis très très contente et je suis très émouvante. Pour le promoteur de Talenpu, Alphonse Yehoué, le pari est gagné. Il entend d'ailleurs apporter des innovations pour l'édition prochaine. Prochainement, ce qui va se passer, et nous sommes restés dans le monde de la danse. Et le constat qu'on a fait, ça ne serait que les mêmes équipes et c'est les mêmes groupes qui compétissent presque tous les ans. Maintenant, ce qui va se passer est que nous allons forcément aller dans le mode de showbiz général. Et notre objectif, c'est de mettre au moins au Bénin, au moins 1000. Nous allons lancer minimum 1000 artistes pendant 5 ans. Un festival riche en couleurs avec la prestation des lauréats de la 2e édition ainsi que de plusieurs artistes de la localité. Au registre politique, le parti MPP, Mouvement pour le Progrès et la Paix, est porté sur les fonds baptismaux ce samedi dans la commune d'Avrancourt. Une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités politiques, dont le ministre en charge de la décentralisation, Barnabé Dassigli. Compte rendu, François Roumboué-Derinton, Romaric Devauchy. La place publique de la commune d'Avrancourt a servi de cadre ce samedi 22 septembre 2018 à la cérémonie de sortie officielle du parti MPP, entendez Mouvement pour le Progrès et la Paix. C'était en présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, des honorables députés, des autorités et têtes couronnées de la commune d'Avrancourt, des personnalités publiques sans oublier les populations. Du mot de bienvenue passant par les diverses allocutions de soutien venant de part et d'autre, les populations massivement sorties ont eu droit à des discours à sens unique. Soutenir le président Patrice Talon dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Le choix de s'allier donc au bloc progressiste n'est pas un hasard, mais une nécessité par la jeunesse se retrouvant au sein du MPP, en témoigne son président Kevin Senou. En politique, il n'y a pas de génération spontanée, dit-on. Les membres du MPP intègrent cette assertion. C'est pour ainsi dire que le MPP, certes, un parti de jeunes, mais ce sont des jeunes qui ont appris des années durant aux côtés des aînés. Car c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous avons des années de pratique de la chose politique, dans l'ombre, ou moins aux côtés des forces politiques sur le chiquier national. Aujourd'hui, projeté devant la scène politique, le MPP ne met pas sous boisseau son désir d'apprendre aux côtés des forces politiques sœurs. Le parti MPP saura donc garder la main aux forces politiques aînées, partageant les mêmes idéaux que lui, pour une meilleure prise en compte des préoccupations de la population à la base. Pour Barnabé Dassigli, président de l'Alliance nationale pour la démocratie, ce ralliement au bloc progressiste participe à la mise en œuvre de la réforme du système partisan voulu par le président Patrice Talon. Monsieur le Président, votre sortie intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la réforme du système partisan en cours dans notre pays. Ce processus va induire inévitablement un bouleversement du paysage politique au Bénin. L'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, en marquant ce jour sa présence à vos côtés, vous manifeste son soutien et sa volonté de faire avec vous le chemin ensemble dans le regroupement politique qu'est le bloc progressiste. Le mouvement pour le progrès et la paix MPP vient ainsi donc d'être porté sur les fonds baptismaux. Il ne reste qu'à lui souhaiter un véritable progrès. Lancement du programme Yali Mandela Washington Fellowship 2019 par l'ambassade des États-Unis. C'était ce vendredi à l'amphithéâtre Roulegbe du campus d'Abomey-Calavi. Aristide Setti, Ayat Foué et Fréjus Fiossi. Le programme Yali Mandela Washington Fellowship est une initiative du gouvernement des États-Unis à l'endroit des jeunes leaders africains.
Adressée aux jeunes ayant déjà un impact dans leur milieu social, sa participation passe par un recrutement, objet de la communication organisée à l'amphithéâtre Houdébé de l'université d'Abomey-Calavi. Au cours de la séance d'échange, les étudiants ont été informés des critères de sélection de Yali pour le compte de 2019. Il faut avoir entre 25 et 35 ans. Il faut être citoyen résident d'Afrique sous-saharienne. Il faut avoir une expérience de leadership et il faut parler, lire et écrire l'anglais couramment. L'objectif visé par le programme Yali Mandela Washington Fellowship est la formation des jeunes leaders pour une Afrique plus prospère pour les prochaines décennies. Nous voulons créer une nouvelle génération de leaders africains pour améliorer la situation actuelle ici en Afrique subsaharienne, voire le Bénin. Bénéficiaire du Yali Mandela Washington Fellowship 2018, Gloria Gagnontor invite la jeunesse béninoise à massivement y participer. Je dis à la jeunesse béninoise qui n'ose pas n'a rien. Il faut risquer pour avoir quelque chose et je peux vous assurer que lorsque vous prenez le courage à deux mains et que vous risquez, vous pouvez vraiment gagner gros. Alors j'invite tout le monde, que ce soit hommes ou femmes, et spécialement les femmes, à postuler au Mandela Washington Fellowship 2019. Au bout de 2 heures d'échanges interactifs sur les conditions d'éligibilité de voyage et d'études sur le sol américain, les étudiants sont partis satisfaits. J'ai trouvé que la séance d'aujourd'hui, elle est très importante parce que ça m'a permis de voir l'importance de cette formation, l'importance que cette formation a sur la jeunesse africaine, les qualités qu'on vous inculque. Si vous avez la chance d'être sélectionné, vous êtes sûr d'être mieux formé et de pouvoir apporter un changement positif dans le milieu dans lequel vous vivez. Et c'est ça qui m'a beaucoup séduit. L'inscription au Yali 2019, tout comme les années précédentes, qui se fait via le site de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, prend fin le 10 octobre prochain. Suite à l'effondrement du pont de Sota, le seul qui relie le Bénin au Niger via Malanville, le président du Centra INAB, syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés au Bénin, ont donné de la voix. Propos recueillis par Ayat Foué et Damien Pedro. J'ai appris la triste nouvelle avec un pincement au cœur. Et puisque les personnes les plus concernés, c'est les transporteurs, les importateurs et après les autres usagers. C'est le lieu de dire à tous mes collègues transporteurs que c'est difficile, c'est dur, puisque dans notre budget, nous-mêmes transporteurs, on n'a pas prévu. C'est arrivé, chacun doit pouvoir gérer. Et c'est le lieu de demander à tous les acteurs intervenant sur la plateforme portuaire. La campagne pour la présidentielle où se présentent 9 candidats, dont le président sortant Paul Biya, 85 ans, dont 35 ans au pouvoir. Vous aviez dû le remarquer, nous sommes à l'international pour une élection prévue le 7 octobre. C'est ouverte samedi au Cameroun. Les 2 régions anglophones sont en proie à une crise majeure. Plusieurs meetings se sont déroulés samedi à travers le pays. 2 principaux candidats de l'opposition, Maurice Kanto et Joshua Ozi, lancent à Douala leur campagne électorale en vue des élections présidentielles camerounaises du 7 octobre 2018, mais qui a été interrompue par les forces armées. On écoute les réactions de ces candidats et partisans. Et le sous-préfet de Douala 4e a interdit le meeting dans la nuit. Dans la nuit, il a signé un décret dans la nuit et le matin, ici était militarisé. Vous-même, vous voyez les chars, vous pouvez filmer et voir que vraiment de Dieu, ce n'est pas digne de la République du Cameroun. Nous sommes vraiment déçus. Nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés, très frustrés même. On ne peut pas encadrer Maurice Kamto. Est un candidat et des présidentiables. Ça, c'est une manière d'intimider. Comment on peut emmener un camion d'eau pour nous intimider ici? Ça veut dire que si on fait l'erreur, on va nous entourer. On sait pas ce qui serait là-dedans. Ou bien c'est l'acide, ou bien c'est quoi? C'est parce qu'il est dedans. L'engouement est là, les Camerounais ont envie de ce changement
Et nous ne nous trompons pas, nous pensons que le 7 octobre, les Camerounais seront à la hauteur des attentes du monde entier, de dire qu'il faut tourner la page et il faut aller finalement de l'avant. Les médias publics sont confisqués par le pouvoir. Un média dans lequel même les médias privés sont victimes de l'intimidation des pouvoirs publics et du pouvoir en place. Et de ce point de vue, nous constatons avec regret que une part belle de l'audience dans l'audiovisuel public est consacrée au régime sortant. En Iran, 29 personnes ont été tuées dans l'attentat revendiqué par le groupe État islamique perpétré samedi matin contre un défilé militaire à Avad, dans le sud-ouest de l'Iran. Le président Hassan Rouhani a promis une réponse terrible de l'Iran après cet attentat. Il dénonce un acte terroriste et accuse un régime étranger soutenu par Washington d'être derrière l'attentat qui a fait également des dizaines de blessés, dont plusieurs dans un état grave. L'attaque survient dans un climat de tension très forte entre l'Iran et les États-Unis qui s'apprêtent à intensifier début novembre leurs sanctions contre la République islamique. La mort de 2 journalistes de la chaîne afghane Tolo News début septembre porte à 13 le nombre de journalistes tués cette année en Afghanistan, devenu en 2018, selon Reporters sans frontières, le pays le plus meurtrier au monde pour les médias. Reportage. En direct, quelques instants avant de mourir. Samim Farahmaz et Ramiz Ahmadi venaient de terminer leur duplex depuis les lieux d'une attaque suicide à Kaboul quand une deuxième bombe explose. Leur mort en septembre porte à 13 le nombre de journalistes tués cette année en Afghanistan. Leur confrère Armid Adari, lui, venait juste de quitter les lieux. Quand on part de la maison le matin, on ne sait pas si on rentrera vivant. La situation est terrible pour les journalistes ici. Personne ne sait ce qu'il va lui arriver pendant la journée. Selon Reporters sans frontières, l'Afghanistan est devenu cette année le pays le plus meurtrier au monde pour les médias. Depuis 2014 et le départ des troupes de combat de l'OTAN, des dizaines de journalistes et employés de presse ont été tués. Le 30 avril dernier, 9 journalistes ont perdu la vie dans un double attentat ciblant la presse. Parmi eux, Shamarai, le chef photographe de l'AFP à Kaboul. Malheureusement, ce n'est pas juste l'endroit de l'explosion qui est dangereux, c'est se rendre dans une province ou être au bureau. Les risques sont partout, et c'est difficile d'arriver au risque zéro, mais c'est notre responsabilité de tout faire pour minimiser les risques. En ciblant les journalistes, les militants s'assurent la une de l'actualité. Ce danger constant force les médias à revoir leur couverture et à trouver un équilibre délicat entre sécurité et responsabilité d'informer. Certains organes de presse n'envoient désormais plus leurs journalistes sur les lieux des attentats. La règle est, on n'y va pas, sauf raison exceptionnelle. Mais dans la majorité des cas, on estime qu'il n'y a pas de raison exceptionnelle. Avec 11 employés tués en 3 ans, la rédaction de Samim et Ramiz a payé un lourd tribut à la violence en Afghanistan. Elle promet pourtant de continuer à couvrir le conflit, même si le pays se prépare à un regain de violence avec des élections législatives prévues en octobre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.